Hemos titulado esta primera conferencia La lucidez, esa idea también de René Char de la herida más próxima del sol, con Patrick Chapat, nuestro caricaturista, centrado en esa sátira política y una observación crítica de los conflictos humanos. Patrick muestra una sensibilidad ética del sufrimiento humano y tiene una mirada despojada de ilusiones y una conciencia clara de los límites humanos unido a su compromiso con la dignidad y la verdad. Nuestro querido Edwy, periodista, fundador de Mediapart, ha construido un universo creativo centrado en la defensa inquebrantable de la verdad, la libertad de prensa, la vigilancia crítica del poder, gran defensor de la ética periodística de Camus. Informar, como escribir, es sin duda una forma de resistencia. Con ellos os dejo. Hola a todos, muchas gracias a Sandra por la invitación. Mais hélas, je vais parler en français. Yo también. En essayant de ménager nos amis traducteurs. Agis en ton lieu et pense avec le monde. Je vais partir de cette phrase de quelqu'un qui aurait pu être présent à ces Trovades Albert Camus, mais qui n'est plus de ce monde, Édouard Glissant. Un penseur de mon pays d'enfance, la Martinique, le pays qui a aussi donné au monde Aimé Césaire, Frantz Fanon, des figures qui parlent au monde entier sur la question de la résistance aux oppressions, notamment coloniales. Agis en ton lieu et pense avec le monde. Mon lieu, c'est le journalisme, qui fut le premier métier d'Albert Camus quand il était reporter à Alger républicain. Et pour répondre à la question que nous a posée Sandra, lucidité, je vais partir du début de L'homme révolté de Camus. Qu'est-ce qu'un homme révolté? C'est, répond-il, un homme qui dit non. Et nous avons 1000 raisons aujourd'hui de dire non devant les catastrophes qui ne sont pas à venir, qui sont en cours, qui sont sous nos yeux, de l'Ukraine à Gaza en passant par le Soudan et évidemment l'ensemble de tout ce qui menace l'équilibre du vivant et l'équilibre des solidarités de l'humanité. Mais dit tout de suite Camus, cet homme qui dit non est un homme, ajoute-t-il, qui trouve son oui. Derrière ce non à l'injustice, ce non à la domination, il y a un oui. Les choses ont trop duré. Jusque-là, oui, au-delà du non. Vous allez trop loin, et encore il y a une limite que vous ne dépasserez pas. En somme, ce non, dit-il, affirme l'existence d'une frontière. Ce oui qu'exprime ce non, c'est l'affirmation qu'il n'y a de vie commune, de vie ensemble, que s'il y a des limites, que s'il y a du respect, du partage, que si nous évitons l'hubris de l'appropriation, de la domination, l'avidité de la richesse, l'absolutisme du pouvoir. Cette expression des limites, dès le début de L'homme révolté, fait totalement écho à cette phrase devenue symbolique du roman posthume Le premier homme, où il fait dire à son père « Un homme, ça s'empêche ». Une phrase qui, en autant de prise de conscience de la longue durée millénaire de domination et d'emprise masculine sur le genre féminin, résonne très fort dans notre présent.
un homme, ça s'empêche. C'est la première lucidité que je voulais poser. Savoir ce que nous avons en face de nous, ce qui nous tétanise, ce qui fait que nous sommes inquiets, paralysés, effrayés. Je lui ai donné un nom en inventant ce mot, un néologisme. Le monde de Trump, le monde de Poutine, le monde de Netanyahou et de tant d'autres, c'est l'illimitisme. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de règle. Il n'y a qu'une loi, celle du plus fort. Il n'y a qu'une loi, celle de mon désir. Il n'y a qu'une loi, celle de ma puissance. Cela vaut pour les territoires, cela vaut pour le vivant, les richesses, l'extractivisme, la terre, cela vaut pour l'humanité, y compris la domination des hommes sur les femmes, l'illimitisme. En posant cette première lucidité, savoir que notre ennemi, notre adversaire, au sens de l'adversaire d'une humanité commune, c'est l'illimitisme, qu'il a toutes sortes de visages, que toutes ces figures peuvent s'entendre, faire des deals, comme aime affirmer Donald Trump, s'entendre entre Mohamed Ben Salman, Poutine, Trump, et tout ça sur le dos des peuples, en l'occurrence le peuple palestinien ou le peuple ukrainien, pour ne parler que d'eux. Eh bien, prendre conscience de cela, c'est amener à avoir l'intelligence de notre révolte. Le journalisme, pour moi, sa responsabilité, c'est de nous aider à y voir clair. Le journalisme est en péril aujourd'hui. Il est menacé par l'opacité des opinions, la dictature des opinions, où ce qui est vrai est ce que je crois, ce qui est juste est ce que je pense. La mission sociale, la responsabilité démocratique du journalisme n'est pas l'expression des opinions, c'est d'apporter des informations autour desquelles se fait le débat d'opinion, des informations qui nous permettent d'y voir clair. En l'occurrence, cet illimitisme que nous avons en face de nous, qui s'accélère dans toute sa volonté d'appropriation, de conquête et de domination, de prédation, voir clair, c'est comprendre qu'il ne nous est pas étranger, que c'est notre monde, que ce qui se passe à Gaza n'a pas commencé le 7 octobre, que l'impérialisme, le nouvel impérialisme russe qui envahit l'Ukraine en 2022 n'a pas commencé en 2022, qu'il a une longue histoire, de comprendre que la violence qu'incarne Donald Trump n'a pas que son étiquette idéologique, mais qu'elle a été préparée par bien d'autres violences de la puissance américaine sous la direction d'adversaires de Donald Trump, de présidents démocrates. Par exemple, 2001, la réponse à l'attentat des Tours Jumelles sur un mensonge médiatique provoquant une guerre contre un pays souverain, la destruction d'un État, la destruction d'une région, la destruction même de peuples et de cultures. C'est notre monde que nous révèle ce basculement sans limite de ces pouvoirs, aussi bien politiques, guerriers qu'économiques, qui ont au cœur de leur avidité, justement l'avidité économique, l'avidité de la richesse, l'avidité de milliardaires qui sont hors contrôle, qui sont plus puissants que les États, qui échappent au commun des mortels, qui veulent nous envoyer sur Mars, non pas nous, mais eux,
pour échapper à la catastrophe qu'ils créent eux-mêmes, qui sont offshore, qui ne respectent pas les lois communes sur la fiscalité, qui sont hors du monde, hors d'un monde commun. Nous avons popularisé, pour comprendre ce qui nous arrivait, cette phrase de l'antifasciste italien Antonio Gramsci: la crise, c'est quand un vieux monde condamné ne veut pas mourir, s'acharne, devient violent, brutal, et qu'un nouveau monde prometteur d'alternatives n'arrive pas encore à s'imposer. Et dans cet intervalle, écrivait Antonio Gramsci depuis sa prison, surgissent les phénomènes morbides les plus variés. Je préfère la traduction poétique. Un monde condamné, un nouveau monde qui n'a pas encore émergé, et dans ce clair-obscur surgissent des monstres. Mais ces monstres sont produits par notre manque de vigilance, nos indifférences précédentes, nos irresponsabilités. En même temps, affirmer que cet illimitisme a ce visage aujourd'hui monstrueux qui nous requiert, c'est un message d'espoir. Et donc après la première lucidité, le premier espoir. Car ce monde est condamné. Ce monde qui voudrait ne pas avoir de limite trouvera forcément sa limite, ne serait-ce qu'à échelle de vie humaine. Ce monde qui veut tout prendre au cœur de la terre, la vider de sa vitalité, qui veut tout prendre des territoires, et pas seulement le Grand Israël, mais le Groenland, mais le Canada, et pas seulement l'Ukraine, mais demain la Moldavie et d'autres. Ce monde-là est un monde condamné. Il peut faire d'énormes dégâts, d'énormes désastres, et ils sont sous nos yeux, avec ces deux guerres en cours, l'une sur le continent européen, l'autre au Proche-Orient, mais ne pas oublier non plus celle du Soudan. Mais ce sont des mondes condamnés. Ces monstres, et l'expression est bonne parce que monstres, freaks, quelque chose d'inédit, de bizarre, qui sort de la norme, ils font ressurgir dans notre présent un fantôme. Un fantôme qui est au cœur de cette phrase qui a été mise en exergue de ces rencontres. Cette phrase de Camus dans son discours du prix Nobel en 1957, où il dit « Ma génération pensait pouvoir changer le monde ». Et en fait, dans une phrase prophétique qui parle plutôt à notre époque qu'à son époque, sa responsabilité est celle d'empêcher qu'il se défasse. Nous avons été légers, inconscients, incomplets. Nous n'avons pas fini le travail. Nous, l'Europe, car c'est nous qui avons mis en péril le monde avec 2 guerres mondiales. Et nous avons vu que notre désir de puissance, notre volonté de prédation, notre projection sur le monde qui a donné cette réalité non pas géographique mais politique que l'on nomme l'Occident, nous avons vu que cette projection qui a fait nos richesses depuis le voyage de Christophe Colomb, eh bien cette projection, elle a fait retour chez nous. Et elle a produit des montagnes de cadavres. Le nazisme était un colonialisme, était un impérialisme. Il a ramené au cœur de l'Europe l'absolu, l'excès de ce que nous avons fait en construisant nos empires. Et il nous a mis sous les yeux combien ces logiques de puissance, de civilisation supérieure à d'autres, d'origine supérieure à d'autres, de naissance supérieure à d'autres, de culture, de religion supérieure à d'autres, de prétention que les autres sont des barbares et que nous, nous sommes les civilisés, allaient finalement faire de nous
les prétendus civilisés des barbares. La barbarie nazie, c'est la destruction de l'homme. Et c'est pour ça qu'on invente le crime contre l'humanité, juridiquement. L'humanité se fait un crime contre elle-même. Et le crime de génocide, l'effacement, la destruction d'un peuple. Pas seulement les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide. Ce sont des inventions juridiques d'après la catastrophe européenne. Et du coup, se fait un sursaut qui se traduit par les Nations Unies, que représente ici le cher Miguel Ángel Moratinos, qui se traduit par la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui se traduit par la Cour internationale de justice. Qu'est-ce que c'est que cette affirmation ? C'est qu'on ne peut plus faire confiance aveuglément aux États et aux nations. Qu'un État et une nation, aussi civilisés se prétendent-ils, peuvent être des terreaux de barbarie et de la pire des barbaries, la plus technique, la plus inconsciente, la plus sûre d'elle-même, car bardée de culture, de diplômes, de prétention à la domination. Et je dis, nous avons été légers, nous n'avons pas fini le travail. Nous avons proclamé tout cela en 1945, jusqu'à 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais nous venons de fêter en France le 8 mai 1945, mais le 8 mai 1945, il y a eu un autre 8 mai. Nous nous libérions du nazisme et au même moment, en Algérie, le pays de Camus, à Sétif, à Guelma, dans l'est du pays, nous massacrions plusieurs dizaines de milliers de morts, de gens qui disaient c'est le temps de la liberté, de la justice, de l'égalité, c'est pour moi aussi. Et nous avons fait tout l'inverse. Le double standard dont on parle beaucoup aujourd'hui, on s'occupe de l'Ukraine, on ne s'occupe pas beaucoup de Gaza, il a commencé là. La liberté pour nous, les grands principes pour nous, les grandes valeurs pour nous, mais pas pour eux. Et au même moment, nous avons jeté comme un manteau de poussière notre propre crime, notre propre faute, sur le dos d'un autre peuple qui n'y était pour rien, le peuple palestinien. Nous avons laissé faire que la légitimité historique de l'État d'Israël, voulue par l'ensemble des vainqueurs du nazisme, s'accompagne d'une injustice qui a commencé par la Nakba et qui s'est accrue et aggravée depuis 1967 contre un autre peuple, le peuple de la Palestine. Et nous n'avons pas fait que ça. Au même moment, un pays issu de notre histoire, de la question coloniale, invente ce qui travaille le cœur de notre présent. L'apartheid en Afrique du Sud est une invention de 1948. Les milliardaires qui sont autour de M. Trump en viennent. Ils en sont nostalgiques. Ils ont un idéal de séparation. J'insiste parce qu'il faut aller jusqu'au bout de la compréhension, la lucidité de ce qui nous arrive. Ce qui nous arrive est la note à payer de nos inconsciences précédentes. La hiérarchie des humanités, le non-respect de l'égalité des droits, le piétinement, en l'occurrence, du droit international. Et la question coloniale, dans son actualité, à la face du monde, et qui est comme une école de la sauvagerie, de la barbarie, elle est toujours accompagnée d'un fantasme de disparition. Il y a le débat juridique que vous connaissez avec les mandats de la Cour internationale de justice, plutôt les ordonnances, les mandats de la Cour pénale internationale sur la question du génocide et les rapports des ONG qui concluent à un génocide en cours à Gaza. Mais au-delà de la question de la qualification juridique, il y a dans toute aventure coloniale, il y a le désir d'effacement de l'autre, de sa disparition. Qu'il parte, qu'il ne soit plus dans mon paysage, mais s'il ne part pas, bien qu'il soit supprimé.
Pour convoquer toujours Camus, je suis de ceux qui ont une lecture hétérodoxe de l'étranger, qui a souvent été critiqué parce que l'arabe que va tuer Meursault n'a pas de nom. Les Européens ont des noms et l'arabe n'a pas de nom. Et certains l'ont lu comme un roman colonial. Je pense que c'est l'inverse. C'est un message anticolonialiste. Dans cette fable, car on n'imagine pas en Algérie coloniale un représentant de la minorité européenne être traduit aux assises, condamné à mort pour le meurtre dans une bagarre d'un arabe. Donc cette fable impensable, qui montre un héros qui devient étranger à lui-même, à sa famille, à sa communauté, à l'humanité, elle part de cette idée que l'autre n'a pas de nom, que l'autre a disparu, que l'autre est effacé. Et c'est là, j'en termine, où l'on pense à ce poème de Mahmoud Darwish, « Pense aux autres ». Quand tu fais tes guerres, pense aux autres, pense à ceux qui veulent la paix. J'en termine en répondant, au fond, j'ai parlé de façon très grave, et donc je suis peut-être hors les clous. Jouons. Let's play. Humor. Eh bien, je ne crois pas. Il y a eu une vidéo qui a circulé récemment où on voit des enfants de Gaza survivants qui font du rap, qui font de la musique, qui jouent, qui font de l'humour, qui ont de la joie. Et en même temps, ce sont les mêmes qui disent « on ne joue plus ». La guerre, l'extermination, on ne joue plus, on ne peut plus jouer à ce jeu. Mais nous, on joue quand même. Et là, Camus est un bon guide. Camus disait qu'il ne faut pas confondre la tragédie, le tragique et le désespoir. Trop de gens confondent le tragique et le désespoir. Et il citait un romancier britannique, D.H. Lawrence, qui disait « Le tragique devrait être comme un grand coup de pied donné au malheur ». En d'autres termes, la conscience de la tragédie ne doit pas nous rendre tétanisés, paralysés, comme des lapins pris dans les phares. Elle doit au contraire nous amener à nous libérer, à ne pas être empoisonnés par le malheur, à ne pas s'y complaire. Et Camus disait « J'appelle malheureux tous ceux qui n'ont à choisir qu'entre deux choses, devenir des bêtes féroces, l'illimitisme, ou de féroces dompteurs de bêtes. Auprès d'eux, je ne voudrais pas dresser ma tente. Oui, échapper à l'esprit de lourdeur. Donc assumer la tragédie, la regarder en face, vivre avec nos tragédies, nos faiblesses, nos blessures, sans en oublier aucune. Et c'est un message d'espoir. Au début de L'homme révolté, il y a une citation d'Hölderlin, ce poète prussien. Or, ce poète prussien nous a légué ce qui doit être notre mantra aujourd'hui. Car c'est en faisant face, en résistant, en ne nous laissant pas prendre par le tragique, que nous construirons l'espoir. Là où croit le péril, croit aussi l'espérance. L'inquiétude est l'antichambre de l'espérance. Merci. Merci. Moi, je pourrais encore écouter Edwy Plenel une demi-heure, mais je vais faire une petite pause, peut-être. Al inicio pensaba hablar en español, pero para honorar el carácter multilingüal de su evento, pero al final no creo que sería una buena idea. Or I could be speaking English with a French accent, but non, je vais parler français aussi, c'est notre langue, c'est la langue de Camus. Donc bonjour, je suis dessinateur de presse, vous m'entendez bien? Je suis dessinateur de presse, c'est le plus vieux métier du monde.
Ah, vous pensiez que c'était autre chose, vous. Non, regardez, voici mon ancêtre, si on peut le voir. Ça, c'est un dessinateur d'il y a très, très, très longtemps. Hein. Le job était dur à l'époque. Il n'y avait pas de papier, il n'y avait pas de crayon, il n'y avait pas d'iPad. Mais bon, vous savez, la vie d'un artiste, c'est toujours la galère. J'en ai marre de gâcher ma vie avec un rêveur. Non, 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 nous ne sommes pas des rêveurs. Regardez de plus près ce qu'il essaye de faire, mon collègue. Il essaye de faire sens du monde qui l'entoure. Celui-là a beaucoup d'intuition, hein, c'est un doué. Nous ne sommes pas des rêveurs. Nous essayons, enfin, notre métier d'homme, hein, comme disait Camus, c'est d'essayer justement de faire sens de ce monde. Et actuellement, Dieu sait, vous l'avez très bien décrit, Dieu sait si c'est lourd. Il s'en passe des choses, hein, on vit des moments historiques. Il y a bien sûr cette élection totalement historique sur la place Saint-Pierre. Alors, moi, j'avais déjà fait mon dessin à l'avance. Je connaissais le résultat. C'est un garçon, en général. Ça a marché. J'ai compté, ça fait 4 papes. J'ai connu 4 papes, donc je peux bien réutiliser ce dessin, je crois. C'est vrai, pour Camus, la tâche consistait donc à empêcher que le monde ne se défasse. Alors là, actuellement, c'est vrai que c'est très actuel. Hein. Il faut faire vite parce que le monde se défait à grande vitesse. De l'autre côté de l'Atlantique, voilà ce que ça donne. 100 jours, en 100 jours seulement, on en est là. Donc on a envie de dire à M. Trump, 1 minute, du calme. Il reste encore 1361 jours. En 100 jours, on peut dire que cet homme a vraiment imprimé sa marque sur le monde, il a imprimé sa signature. Maintenant, on comprend mieux pourquoi il a planté tous ces casinos. Pour l'Europe, en tout cas, ça a été un grand moment de, ça a été un réveil. Espérons que ce soit un réveil. Le réveil de la conscience, le réveil de la responsabilité, celle de prendre son destin en main, le réveil de la lucidité, je ne sais pas, on aimerait le croire. En tout cas, les autocrates sont à la mode, hein. C'est vraiment l'époque des hommes forts, des machos, des durs à cuire. Bientôt, Trump sera certainement de nouveau réuni avec son meilleur ami. Oui, quelle sorte de gel. Il faut dire que la dynastie des Kim de Corée du Nord, ils sont particuliers. Ceux-là, ils ont l'air tous tout droit sortis de Cartoon Network. Hein. Déjà, leur coupe de cheveux, on dirait le résultat d'une expérience nucléaire. Et puis, Kim Jong-un, c'est le 3e. Il s'appelle 1, mais c'est le 3e. Je ne sais pas si vous vous souvenez du père, Kim Jong-il, hein, quand il est décédé. Il y a quelques années, ça a été un moment vraiment dangereux. Et ça, vous l'avez très bien décrit, Edwy, le drame de cette guerre à l'est de l'Europe qui poursuit son chemin. J'ai essayé de le capturer en une seule image. Il fait peur, Poutine. On le retrouve là, attablé, à sa longue table. Vous vous souvenez de la longue table de Poutine, hein? Et maintenant que vous avez vu le dessin de Kim, vous comprenez pourquoi on lui avait donné une longue table à Poutine. On n'est plus tranquille avec une longue table. Donc, la Chine résiste. Le Canada résiste aussi. La résistance s'organise au Canada. Plus vite, il faut faire barrage à Trump. Ça marche mieux en français, faire barrage. La seule raison pour laquelle je vous montre ce dessin, ou j'ai fait ce dessin, c'est parce que j'avais envie une fois dans ma vie de dessiner des castors. C'est pas évident de trouver la bonne manière de réagir à tout ça. On se sent impuissant. Je ne sais pas, faut-il boycotter les produits américains? Est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous vous privez des céréales Kellogg's, du Coca-Cola? On sait que Trump adore le Coca-Cola.
On dit qu'il en boit une douzaine par jour de Coca-Cola. On sait aussi qu'il rêve de mettre un énorme glaçon dans son Coca-Cola. Vous croyez que je m'amuse, hein? Vous croyez que nous, les dessinateurs, on est en train d'avoir du bon temps? Mais non, pas du tout. C'est pas drôle. Franchement, ça fait peur. Quand on ne peut plus distinguer une plaisanterie sordide d'un décret officiel du président des États-Unis d'Amérique, c'est déprimant. Ça fait peur. Début janvier, pour prendre juste un exemple, pour l'émission 28 minutes d'Arte, j'avais fait ce dessin. Superbe potentiel immobilier. Et 2 semaines après, Trump disait exactement cela, les mêmes mots. Pire encore, je ne sais pas si c'est la vidéo à laquelle vous faisiez allusion, mais quand Trump a reposté sur son Instagram officiel une vidéo qui montrait la bande de Gaza comme une riviera avec des casinos, Trump et des statues géantes. Donc il a reposté ça sur son compte officiel. Et là, les créateurs de cette vidéo, totalement effarés, se sont écriés « Mais attendez, c'était une blague, c'était de la satire ». Alors, quand on ne fait plus la différence, en fait, quand la caricature prend le fauteuil du pouvoir, on sombre dans la dystopie et dans le cauchemar. Le fou du roi fait rire, mais quand le roi est fou, on ne rit plus. Vous savez, les autocrates, les hommes forts, les machos, les populistes ont la peau très fine. Ils ont l'épiderme très fin, parce que leur régime est construit sur la peur. Ils craignent par-dessus tout le ridicule. Ils craignent le regard lucide de la satire, qui dit que le roi est nu. C'est pour ça qu'ils s'en prennent très souvent, les autocrates. Quand ils arrivent au pouvoir, ils commencent à s'en prendre aux caricaturistes, aux humoristes, comme aux journalistes. Je connais un confrère qui a dû fuir son pays pour avoir dessiné une fleur. Regardez, ce dessin semble innocent et pourtant il est extrêmement subversif. Lorsque le Palestinien de Syrie, Hani Abbas, l'a posté sur son compte Facebook en 2012, en pleine révolution syrienne, en fait il savait, il a hésité à le poster, hein, poster, pas poster, poster, pas poster. Sa femme lui a dit « Oui, vas-y, poste-le ». Ma femme est comme ça aussi. Il savait que sa vie allait basculer, parce que la fleur, bien sûr, c'est le symbole de la révolution. Le régime de Bachar al-Assad ne pouvait pas supporter cela. Très vite, la police a été à ses trousses. Il a fui au Liban, puis en Suisse. Il est maintenant à l'abri avec sa famille à Genève, où il a obtenu l'asile. Son ami, le dessinateur Akram Raslan, n'a pas eu le même réflexe. Il n'est pas parti assez vite. Il a disparu. En 2016, on a appris sa mort dans les geôles de Bachar al-Assad. Pour honorer le courage de caricaturistes comme Hani Abbas, nous avons créé une fondation à Genève, la fondation Freedom Cartoonist, que je préside maintenant. À l'origine, on l'avait fondée avec Plantu. Depuis 2012, nous décernons le prix international du dessin de presse avec la ville de Genève. On voit ici Hani Abbas recevoir son prix des mains de celui qui était notre président d'honneur, Kofi Annan. Aujourd'hui, en son souvenir, le prix s'appelle le Kofi Annan Courage in Cartooning Award. Alors, vous connaissiez Kofi Annan comme secrétaire général des Nations Unies, vous connaissiez le prix Nobel de la paix, ce qu'on ne sait pas, vous connaissiez peut-être le sosie de Morgan Freeman. C'est une blague qu'il aimait bien faire, enfin, c'est pas une blague, il aimait bien raconter l'anecdote de ce monsieur qu'il avait croisé dans la rue et qui lui a demandé un autographe du grand acteur. Vous connaissiez tout ça, vous ne saviez peut-être pas que Kofi Annan était un grand défenseur du dessin de presse. Face à la propagande, face au chaos de la désinformation, notre fondation veut saluer la lucidité, celle des caricaturistes et celle des journalistes. Car la liberté de la satire et la liberté de la presse avancent main dans la main. Elles sont nées ensemble. Regardez cette photo de notre cérémonie en 2022. Alors, au centre, il y a nos lauréats, qui sont un dessinateur de Hongrie et d'Ukraine. Tout à gauche et tout à droite, nos deux invités d'honneur,
Peut-être que vous les reconnaîtrez, ce sont deux héros du journalisme, deux prix Nobel de la paix, Dimitri Muratov, qui a tenu tête à Poutine en Russie, qui est toujours à Moscou, et Maria Ressa, qui a tenu tête à Duterte aux Philippines. Le premier, la personne à côté de moi, à qui je parle, Gabor Papai de Hongrie, nous disait « Faites attention, ce que nous sommes en train de connaître en Hongrie, vous allez le connaître si vous portez au pouvoir les populistes. » Orban est le modèle de Marine Le Pen et de Trump. Quand il nous disait ça, Gabor Papai, dans un pays au cœur de l'Union européenne, la Hongrie, il se trouvait travailler pour le dernier quotidien d'opposition, en poursuite au tribunal sur plusieurs affaires et traité de cafard à la télévision publique par des membres du gouvernement. Donc, aujourd'hui, on voit aux États-Unis, comme Trump s'en prend à la presse, on voit ce qu'il fait aux médias. C'est inquiétant de voir aussi parfois ce que les médias se font à eux-mêmes. En 2019, le New York Times a renoncé au dessin de presse après une caricature qui fit polémique. J'en sais quelque chose, j'étais le dessinateur du journal et mon emploi a pris fin pour un dessin qui n'était pas de moi. Voilà le dessin, c'est un dessin évidemment sur le Proche-Orient qui montrait Trump et Netanyahou. C'est un dessin tiré de la presse portugaise, de mon confrère Antonio. Grosse tempête, dénoncé comme antisémite, le dessin a fait polémique. Il y a eu des manifestations devant le journal. Le fils de Trump, le fils de Netanyahou ont retweeté. Le journal s'est excusé une fois, deux fois, trois fois. Et puis, il a décidé, finalement, de prendre la solution la plus simple, c'est de renoncer à tous les dessins de presse. Donc, le New York Times a inventé un truc nouveau, l'autocensure préventive, le principe de précaution appliqué à l'humour. Les médias traditionnels détrônés par les réseaux sociaux, on le sait, c'est une réalité. Le match était inégal. Hein. D'un côté, le travail long et rigoureux d'information, de vérification, de mise en perspective, et puis de l'autre côté, un buffet à volonté d'opinion, de rumeurs, d'émotions amplifiées par les algorithmes. Les institutions, les compagnies, les rédactions continuent aujourd'hui d'être intimidées par les réseaux sociaux et craignent la foule en colère. Je ne crois pas qu'on ait encore atteint l'âge adulte par rapport à cette réalité numérique. Quelqu'un a très bien décrit le vacarme de notre époque numérique. Vous savez qui? Un poète, il y a 400 ans, Shakespeare. Regardez comme Shakespeare sonne juste « Life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing ». Ça sonne très juste aujourd'hui, même si le monde a un petit peu changé. Six ans après le New York Times, en janvier dernier, ma consoeur Anne Telness a démissionné du Washington Post après le refus par le journal d'une esquisse. C'est la première fois en 17 ans de carrière que cela lui est arrivé. Voici son esquisse. Elle nous montre les barons de la tech. Alors là, on peut distinguer Mark Zuckerberg, Sam Altman, et à gauche, Jeff Bezos, bien sûr, et Jeff Bezos étant non seulement ce milliardaire, un des hommes les plus riches du monde, mais aussi le propriétaire du Washington Post. Donc, le journal a eu peur. Évidemment que dans une Amérique fonctionnelle, la rédaction n'aurait pas hésité, ce dessin serait paru. Jeff Bezos, propriétaire ou pas, l'aurait aimé ou pas, et aurait laissé passer, mais nous ne sommes plus dans une Amérique fonctionnelle. Par son acte, la dessinatrice a défendu les principes, tandis que le journal reniait sa grande tradition de critique du pouvoir. Et Anne Telness vient juste de recevoir le prix Pulitzer cette année. Alors, par solidarité, les dessinateurs du monde entier ont fait leur propre version de ce dessin. Moi, lorsque Mark Zuckerberg a dit qu'il renonçait au fact-checking sur ses plateformes Meta, j'ai fait ma propre contribution pour Anne. Alors, l'affaire d'Anne Telness, ça fait grand bruit, hein, un parfait effet Streisand. Ce qu'on ne voit pas, par contre, c'est ce qui se passe à bas bruit à travers la presse locale aux États-Unis.
bien des journaux ne veulent plus ou n'osent plus, tout simplement, aujourd'hui, publier des dessins critiques de l'administration Trump aux États-Unis d'Amérique. Là où s'installe la peur, la censure n'est pas nécessaire. L'autocensure fait le travail à sa place. Donc, récapitulons pour le dessin de presse. Ça fait un joli tableau. Censure émanant de la société et des réseaux sociaux, censure venant du pouvoir. Je n'ai pas encore mentionné la forme la plus extrême de censure, le meurtre, évidemment, celui de journalistes et de caricaturistes par des islamistes dans la rédaction de Charlie Hebdo il y a 10 ans. Ajoutons donc la censure des extrémistes religieux, ça fait beaucoup. Le dessin de presse est au cœur de beaucoup de pressions, au cœur de la cible. C'est un endroit un petit peu solitaire, le cœur de la cible, quand même. Ça semble pourtant aujourd'hui presque contre-intuitif de le dire, à l'heure de polémiques mondiales autour de dessins. La caricature est aussi un outil du vivre ensemble. L'humour, c'est ce qui nous permet de rire de nous-mêmes et des autres, c'est-à-dire de faire société. L'humour, cette politesse du désespoir, comme disait l'autre, je ne sais pas si c'était Lao Tse ou quelqu'un d'autre, nous permet de supporter justement l'absurdité de notre condition humaine. La liberté d'expression, c'est une belle idée, mais qui a été beaucoup maltraitée ces derniers temps. C'est pourtant un principe fondamental sur lequel la démocratie tient debout. Hier, il fallait défendre la liberté d'expression contre ceux qui la relativisent au nom de nouveaux combats. Il fallait défendre la liberté de l'humour contre la susceptibilité exacerbée à l'ère de l'offense. On se faisait vite traiter de réac. Aujourd'hui, il faut défendre la liberté d'expression contre ceux qui la kidnappent. La liberté d'expression est devenue le slogan préféré des populistes et de l'extrême droite qui en font usage pour attaquer et rabaisser. Alors, dans la bouche d'un Elon Musk, la liberté d'expression, elle a vraiment mauvaise haleine. Lorsque ça devient la liberté pour un milliardaire d'imposer au monde ses vérités parallèles. Quand Elon Musk a racheté Twitter, j'ai fait ce dessin. Alors, vous allez me dire, ce dessin n'est plus du tout valable, parce que ça ne marche plus, hein, l'image du petit oiseau là. C'est X, c'est plus Twitter, ça ne marche plus. Ben, regardez d'un peu plus près, quand même. Aujourd'hui, donc, pour notre génération, la tâche est d'empêcher que le monde ne se défasse. La tâche est d'empêcher qu'il soit submergé de merde. La notion même de réalité semble être détruite sous nos yeux. Les gens ne peuvent même plus croire ce qu'ils voient à l'ère des fake news et des deepfakes. Et une fois détruite la réalité, on peut asservir les hommes. Donc plus que jamais, il s'agit, je crois, de défendre le journalisme professionnel et indépendant. Il s'agit de faire preuve de courage. Cela vaut pour les journalistes, cela vaut pour les propriétaires de médias, mais surtout cela vaut pour le public, parce que le courage est un acte collectif. Il s'agit de défendre aussi la satire politique, je prêche pour ma chapelle, parce que franchement, ces temps troublés ont besoin de la satire politique et de la caricature plus que jamais. Sinon, qui dira que le roi est nu ? Et ça fait exactement 20 minutes et de vie. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Alors, de quoi on parle maintenant ? D'abord, je voudrais dire combien vous avez vu le travail du camarade Chapat là. Il y a une grande élégance dans cette époque de sa façon de dessiner, ce qu'on appelle une sorte de tradition de la ligne claire dans le dessin, parce qu'il y a aussi quelque chose qui se joue dans une époque comme la nôtre, qui est le style, la tenue.
Je pense que la lucidité, c'est aussi une forme d'esthétique. Et le dernier dessin n'est pas qu'une image, puisque Steve Bannon, idéologue de ces nouvelles extrêmes droites, y compris en Europe, a employé cette formule « inonder la zone de merde ». Je ne sais pas s'il a dit de merde, mais il a dit Si. flood the zone. Je ne sais pas s'il a rajouté with shit, mais on a bien compris l'idée. Moi, en tout cas, la traduction que je connais, c'est celle-là. Tu pensais une surinterprétation? Non, c'est totalement juste. C'est Bon. une interprétation parfaitement juste. Mais Voilà. flood the zone, exactement. Et ce qu'on Saturer la zone. l'espace. Voilà. Et en effet, le paradoxe, c'est que nous sommes des défenseurs de la liberté d'expression, mais qu'aujourd'hui, il y a un cheval de Troie contre l'indépendance, contre la critique, contre les informations qui dérangent, qui est la liberté de dire, y compris le pire, et y compris l'abject, y compris ce qui n'a pas de sens. Le passage de Hamlet tout à l'heure. Mmh. Voilà. Et donc, je suis très honoré. Et moi de même. Et d'ailleurs, on va dialoguer avec le public. Je crois que c'est un peu l'idée. Mais j'ai admiré ta démonstration qui était vraiment très profonde. Et sur la question de la lucidité, tu as donné la réponse à la question qu'on se pose et qui se pose ici, qui est face à la lucidité, est-ce qu'il faut baisser les bras? Et peut-être, c'est ça qui ne devrait pas être mécompris, je pense, dans le thème. Est-ce qu'il faut s'enfuir? Est-ce qu'il faut échapper à l'actualité? Ce que font beaucoup de gens. Est-ce qu'il faut débrancher? Et ce serait une mauvaise compréhension de l'idée du jeu. Est-ce qu'il faut se mettre à jouer à Candy Crush au lieu de regarder les dernières actualités? Est-ce qu'elle nous fait baisser les bras? Est-ce que c'est un risque de la lucidité? Et toi, tu as fait l'appel inverse à l'action, qui doit au contraire nous pousser à agir. Mais comment le faire aujourd'hui, alors que, et là je ferai un lien entre la lucidité et la réalité, alors que la notion même de réel, de ce qu'on peut croire, on pouvait encore jusqu'à récemment avoir des avis sur la réalité, maintenant on n'a pas le même avis sur ce qu'est la réalité. Est-ce que tout ça défait même, et peut-être à dessein, la volonté d'action? Oui, bien sûr, tout est fait pour nous paralyser, pour nous tétaniser, pour qu'on soit dans une opacité, on soit aveugle quelque part. Mais, comment dire, je pense que on ne peut pas leur faire ce cadeau de l'indifférence, de dire ce n'est pas mon affaire. L'indifférence, c'est une autre phrase de Gramsci, c'est le poids mort de l'histoire. Et ce que j'ai voulu dire, et qui va avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur ton travail et sur l'esthétique, qu'est-ce que fait que la culture, qu'est-ce que font les artistes, les créateurs? C'est un coup de pied au malheur. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'affrontent pas, qu'ils ne résistent pas. C'est pour ça que la vidéo dont je parlais n'est pas la vidéo à laquelle tu as fait allusion, cette vidéo sur la Riviera. Il ne faut pas blaguer sur cette formule de Trump. C'était le feu vert au nettoyage ethnique. C'est ça que voulait dire la Riviera. Non, je faisais allusion à des vidéos qu'on voit d'enfants de Gaza qui font du rap, qui jouent par la créativité pour montrer qu'ils sont vivants. Et qui ne sont pas, malgré le désastre, accablés. La catastrophe, c'est Méduse. Vous savez, Méduse, si vous la regardez en face, elle vous paralyse. Si vous croisez son regard, elle vous paralyse. Et donc, il faut combattre la catastrophe tout en échappant à la façon dont elle vous propose de vous paralyser. Voilà. Et quant au monde qui se défait, pour ça que j'aime dire, je crois que c'est une formule suisse, il y a le feu au lac. Il n'y a pas le feu au lac, on dit nous en Suisse. Oui, mais moi je dis là, il y a le feu au lac. Là, il y a le feu au lac, oui. Il y a le feu au lac. Le monde qui se défait, dont parlait de manière prophétique, j'allais dire Camus, en 1957, eh bien c'est le monde qu'on a, de manière injuste, de manière incomplète, de manière inégale, voulu proclamer après la catastrophe européenne.
C'est cela qu'ils veulent mettre à bas. Pas seulement le droit international, l'ensemble des règles. Ils ont des théoriciens qui reviennent à la proclamation de la légitimité unique des nationalismes, ce qui est juste et ce qui est bon pour mon peuple. Et c'est moi qui le décide, bien sûr, en ayant asservi mon peuple. Cette phrase, ce qui est juste et ce qui est bon pour mon peuple, où on s'en fout du reste du monde, du reste de l'humanité, des lois, des règles, des principes, des droits de l'enfance, des droits à la santé, des droits fondamentaux. Cette phrase, ce qui est juste et ce qui est bon pour mon peuple, la philosophe Hannah Arendt la cite dans Les origines du totalitarisme. C'est une phrase banale d'Adolf Hitler. La catastrophe commence aussi par ces mots très simples qui nous habituent, du coup, à une forme d'indifférence et donc à ne plus l'avoir, à l'habitude. Je suis encore trop grave. Toi, pas du tout, non, mieux pas faire du tout. que moi. Non, mais moi, je reste quand même un peu obsédé par cette idée de, je ne sais pas si c'est le terme indifférence ou aujourd'hui épuisement, fatigue et engloutissement sous la merde, engloutissement. Mais tout ça est, enfin, les algorithmes sont dans les mains des. On a vu Maria Ressa dans la photo tout à l'heure, dans la cérémonie de la Fondation. Maria Ressa, en 2022, c'est une des voix importantes, je trouve, de notre époque. Cette journaliste qui, justement, un journal numérique. Journal numérique, et aux prises avec l'autocratie. Elle risquait jusqu'à 100 ans de prison cumulée il y a encore pas longtemps, je ne sais pas à combien on est aujourd'hui, mais elle décrit très bien cette boue toxique qui a totalement envahi les réseaux d'information. Et dans son dernier livre, elle anticipait, puisque le thème c'était la collusion entre la technocratie et les autocrates, entre les technocrates et les autocrates. Et donc, ils détiennent les algorithmes. Donc, ce n'est pas non plus innocent, toute cette boue qui défile sur nos écrans et qui contribue. Est-ce que c'est de l'indifférence ou est-ce qu'on est simplement noyé? Et comment sortir la tête? Comment faire sortir la tête? Alors, la culture, l'art, c'est une voie détournée, peut-être pour remobiliser les gens. Vous en tirez incroyablement bien à Mediapart parce que c'est un média qui marche économiquement. Je ne sais pas ce que vous réussissez plus que d'autres, mais comment... Parce qu'ils sont meilleurs. La dame de la promotion est là. Ouais. Comment dire? Est-ce que c'est de l'indifférence ou c'est presque plus grave aujourd'hui? Ouais. C'est bien de comment parler de Maria Ressa parce que, en l'occurrence, sur le double standard, les Philippines nous le montrent. L'autocrate, il est à la CPI. Il a été livré à la justice internationale. Oui, un petit peu parce qu'il y avait une brouille de famille avec son successeur. Oui, mais oui, évidemment, mais c'est le décalage que ressent entre guillemets ce Sud qu'on dit global sur le thème. Lui, voilà, ça fait pas de problème, il y va. Et évidemment, d'autres, s'ils sont de votre monde, l'Occident, l'Europe, vous ne vous en préoccupez pas. En fait, la réponse, tu posais la question sur ce qu'on a réussi à faire et ce que tu fais toi aussi. J'ai dit au début, agis en ton lieu. Je pense que le moment de trouble que nous vivons est aussi un moment où nous sommes trop reposés. Au fond, le trouble, c'est qu'on ne voit pas le raccourci politique. On ne sait pas comment faire, on se sent impuissant. On n'a pas la solution. Et on voit les extrêmes droites arriver, les désordres des oppositions de gauche. On voit tout ça qui bascule. Et on ne trouve pas le raccourci politique. Ben, peut-être parce qu'on a insuffisamment agi en nos lieux. Je pense que notre génération, ma génération, a trop fait confiance à la délégation par le vote, au fait de faire confiance à d'autres qui vont faire face à notre place. Je pense que l'urgence aujourd'hui, c'est de construire la digue dans la société. Le journalisme, par exemple, dans sa crise, au lieu de se lamenter,
il doit se dire qu'il doit lui-même reconquérir la confiance du public. Ils sont meilleurs veut dire que, voilà, on fait un journal, il apporte des informations d'intérêt public, et même celles et ceux qui ne sont pas forcément d'accord avec la sensibilité de ce journal se retrouvent sur l'utilité sociale de ce journal. Mon regard de citoyen, y compris dans mon pays, la France, c'est que l'obsession du raccourci électoral fait que la digue dans la société n'est pas construite. L'ancrage dans la société, le fait de sortir les gens de l'isolement, de la peur, des réseaux sociaux, pas seulement des réseaux sociaux, des médias de masse qui sont empuantis aujourd'hui. Et donc, construire la digue, pour moi, c'est ce lien avec la société, dans la société, au cœur. Ça va prendre du temps, c'est long, mais c'est là qu'il y a des gages d'avenir. C'est ce que veut dire « agis en ton lieu et pense avec le monde ». Peut-être que, qu'est-ce que tu en penses? Peut-être que dans la salle, il y a des réponses à comment on peut se désengluer et n'être pas simplement lucide et KO debout, mais capable d'influer sur les choses. Ou des questions? Moi, je ne me sens pas KO debout. Ben non, Parce moi que non la plus. catastrophe, on l'a annoncée. Moi non plus, je te rassure. Ah oui, non plus. Voilà. Il y a une main tout en haut. Je vois une main tout en haut. Tu as bonne vue. Ah oui. Je sais pas combien de temps il reste. Oh, c'est elle qui nous dira. Merci beaucoup pour ces deux interventions. Moi, je voulais revenir sur des propos de Hannah Arendt, également dans l'origine du totalitarisme. Je vais les lire parce que c'est un peu long. Attendez, il faut que je les retrouve, désolé. La leçon de ces histoires est simple et à la portée de tous. Politiquement parlant, elle est que dans des conditions de terreur, la plupart des gens s'inclineront, mais que certains ne s'inclineront pas d'eux-mêmes. La leçon que nous donnent les pays où l'on a envisagé la solution finale est que cela a pu arriver dans la plupart d'entre eux, mais que cela n'est pas arrivé partout. Heureusement, humainement parlant, il ne faut pas plus et l'on ne peut raisonnablement pas en demander plus et que cette planète reste habitable pour l'humanité. Ma question est, où se trouvent ces gens qui ne s'inclinent pas et où se trouvent ces pays où résistent, où ces systèmes ne prennent pas pied, ce que vous décrivez. Merci. Eh bien, c'est la Suisse, pays où on s'est entouré d'un mur financier et de banques qui nous protègent, car on a toujours besoin d'une banque. Non. Edwy? Non, mais je pense que c'est très fort cette citation, et elle rappelle l'abandon qui a été quand même grandement celui qu'ont vécu les Juifs d'Europe dans le crime qui a été commis de destruction des Juifs d'Europe. Et quand j'ai dit tout à l'heure, la catastrophe commence par des mots, ce n'est pas une phrase banale. Les mots nous habituent au pire. D'où l'enjeu de la bataille dans le monde de l'information, dans le monde des médias, parce que ce sont des médias d'opinion qui sont nos adversaires, des médias de masse, où on a le droit de dire le pire, l'abject, où on a le droit de considérer qu'une opinion qui est criminelle, qui est délictuelle, raciste, xénophobe, serait une opinion légitime. Après, je pense que le sens de cette citation, c'est qu'on a rendez-vous avec nous-mêmes. Je ne peux pas dire mieux. On a rendez-vous avec nous-mêmes. M. Moratinos a rendez-vous avec lui-même comme diplomate et il est au rendez-vous de cette fonction. Sandra et tous celles et ceux qui organisent ces rencontres ont rendez-vous avec eux-mêmes et se sont dit, oui, il faut qu'on s'empare de cette résonance de Camus face à ce monde qui est en train de se défaire. Et ce que nous partageons, c'est que, voilà, là où nous sommes, nous avons rendez-vous avec nous-mêmes. Et je pense que nous sommes dans une époque où il y a, ça va être très scolaire ce que je vais dire, il y a une vertu de l'exemple, du fait de se tenir, de faire face, de ne pas se laisser aller. C'est pour ça que je pense aussi que ce monde est un monde laid,
est un monde grossier, vulgaire. Trump l'est évidemment, hein, c'est un agresseur, y compris physique, hein, des femmes, c'est documenté. Il y a une violence qui n'est pas seulement verbale. Hein. Et donc la question de l'esthétique, de comment on se tient, et c'est d'ailleurs pour ça, de mon point de vue, qu'en France, une voix un peu inédite parce qu'elle est inclassable, celle de Dominique de Villepin, rencontre un certain écho dans le moment que nous vivons. Aux yeux du monde, il est celui qui a tenu ce discours, finalement impuissant, en 2003 face à la folie américaine, mais qui reste pour nous comme une référence d'un vieux pays, d'un vieux continent, disait-il, dans la conscience de nos catastrophes précédentes. Un vieux pays, un vieux continent bardé de coups, de blessures, de mensonges, d'impostures, de déchirures. Et là, face à la puissance, il fait force de cette faiblesse dans la parole, puisque la catastrophe irakienne n'a pas pu être empêchée. Et aujourd'hui, nous devons, chacune et chacun à notre place, donner l'exemple par rapport à un monde politique qui, majoritairement, ne donne pas l'exemple. Je ferai, ce n'est pas démagogie, une certaine exception pour l'Espagne dans le moment actuel par rapport à notre pays dont le gouvernement, j'estime, est plus au rendez-vous du monde, hein, pense au monde, agit en ton lieu et pense avec le monde, que d'autres pays européens. Mais je crois vraiment qu'on est dans ce moment-là, que nous sauverons du futur, de l'espérance, de l'espoir. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et d'ailleurs, c'est une façon d'être du côté du vivant par rapport à ce monde qui est un astre mort. Nous le savons, l'horloge climatique est là. Et ils peuvent faire dig, prendre du pétrole, prendre du gaz, tout ce qu'ils veulent à échelle de leur petite vie ou de leur vie, de leurs successeurs, de leurs descendants. Mais au bout du compte, ils tomberont sur un mur. Le vivant est dans la résistance à tout cela. Et donc, voilà, on n'a pas le choix, sauf à déjà, ce qui était le dessin sur les caricaturistes, à être déjà mort. Moi, voilà, bravo. Merci, merci à tous les deux. Je ne peux pas trop laisser malheureusement le public pour pas qu'on prolonge les autres sessions. En tout cas, merci à tous les deux, à Edoui et à Patrick, de nous avoir permis de rouvrir nos yeux, de nous redonner aussi le courage, le même que vous mettez dans votre travail au quotidien, chacun à votre façon, et en tout cas à nous ressentir aussi en tant qu'espace en collectif. Merci, vraiment. Merci à vous. Muchas gracias. Merci.